Je trouve que savoir écrire et lire le français donne plus de connaissances et nous permet de mieux s'exprimer avec les autres. Mieux écrire sert beaucoup pour un travail plus tard. Ça nous permet aussi de nous cultiver et d'en apprendre plus sur la langue. Et c'est toujours bon de connaître une langue de plus pour voyager. Tu peux aussi t'améliorer avec l'orthographe, ce qui est très utile au travail. Aussi, lire nous permet d'en connaître plus sur plusieurs sujets. Lire et écrire est essentiel à une bonne compréhension d'un texte. Le fait de bien comprendre le français ou toute autre langue nous donne déjà un avantage dans la vie. Donc, on peut commencer du bon pied. Le retour aux études va m'aider à améliorer mon vocabulaire et ma grammaire. Jean-Philippe. Pourquoi je veux apprendre le français? Je veux apprendre le français parce que je veux écouter et comprendre quand les personnes parlent avec moi. Je veux choisir la viande au restaurant. Parce que quand je vais manger au restaurant, je ne peux pas demander ma viande, c'est mon mari qui demande pour moi. Je ne veux pas perdre les bonnes histoires, je veux les comprendre. Je veux écouter et comprendre la musique que j'aime. Alejandra. Voici un texte un peu plus long maintenant de Bob Bouteau. Ça s'appelle Rage sanguinaire. 1940. La Pologne était contrôlée par le régime nazi. Les Alliés approchaient, mais les Allemands tenaient bon. En ces temps vivait un couple, les Polski. Ils étaient appréciés du village. Le couple avait un enfant autiste. Il avait l'air d'un garçon tout à fait normal. Sous ses cheveux bruns clairs se cachait un joli minois au regard égaré. Les Allemands avaient commencé le triage de la population. Ce tri avait pour but de vérifier qui était apte à vivre en société ou à prendre la route des camps. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gens présentant une déficience mentale y étaient envoyés aussitôt. Les cloches de l'église se firent entendre. Si elles sonnaient 7 coups consécutifs, cela avertissait les villageois de l'arrivée d'une milice nazie. Au 7e coup, la panique s'installa au village, mais plus précisément chez les Polski. Ce matin-là, Roman et Maria envoyèrent leurs fils chez leurs voisins, les Voltars, pour la durée de l'inspection de leur maison. Les officiers SS entrèrent chez les Polski. Ils étaient très imposants, tout ce qu'il y avait de plus conforme à la race aryenne. Un des officiers sortit un calepin et demanda « Il est noté que vous avez un petit garçon. Où est-il? » Le couple se regarde et Roman répondit « Oui, mais il est décédé tragiquement pendant une attaque. » Les SS sentirent bien le mensonge derrière ces paroles. Ils remercièrent les Polski et partirent en direction de la demeure des Voltars. De leur balcon, Roman et Maria regardèrent les 2 nazis entrer dans la maison voisine. L'angoisse s'empara du couple et Maria éclata en sanglots. Roman réconforta sa femme qui récita aussitôt une prière. L'attente était insupportable. À chaque minute qui passait, son ventre se tenaillait de l'intérieur. Finalement, un des officiers en ressortit. Il marcha sur quelques mètres, puis se retourna vers la porte en empoignant son SMG 24. Le 2e officier sortit, accompagné du petit, et le fit mettre à genoux devant le premier SS. Le garçon ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne semblait même pas avoir peur. Le 2e se plaça derrière lui et dégaina son colt. À ce moment-là, Maria courut vers eux en criant « Arrêtez, ne lui faites pas de mal !» Et bang, une balle dans la nuque. Le petit tomba par terre, le visage dans la boue. Roman était complètement horrifié et paralysé face à cette scène qualifiable de crime de guerre. Maria s'effondra. Elle rampa dans la boue en pleurant vers le corps de son fils. Arrivée près des soldats, elle demanda « Pourquoi l'avoir tué ?»« Pour m'avoir menti. En me mentant, vous avez trahi le Führer. » Maria répliqua « Alors tuez-moi aussi. » Elle saisit le canon encore chaud et fumant et le plaça à l'intérieur de sa bouche. Des larmes coulaient le long de ses joues.
Dans ce qui lui semblait être un acte de compassion, l'officier nazi exécuta l'ordre comme Hitler l'aurait si bien fait. Il envoya la cervelle de Marie sur la dépouille du gamin. Les deux nazis se regardèrent, l'air habitué à ce genre de scène. L'officier à la SMG 24 vit Roman qui avançait vers eux d'un pas décidé et agressif. Au bout de son bras pendait un objet assez long, noir et marron. Le temps qu'il leur prit pour réaliser que Roman tenait un fusil à pompe britannique leur fut fatal. Roman tira à bout portant sur l'officier à la SMG 24. Le coup de feu lui fit exploser la tête. Roman rechargea son arme dans une rage sanguinaire. Le second nazi pointa son colt vers le père du petit garçon, mais Roman fut le plus rapide et il l'atteignit à la poitrine. À l'impact, l'officier tira. Après la guerre, Roman fut glorifié par l'armée polonaise pour son courage héroïque. Toutes ces récompenses ne pourraient jamais enlever le mal. La balle nazie était venue se loger dans sa cuisse. Chaque pas lui rappelait maintenant le corps sans vie de sa femme et de son fils. Tel est le destin des héros. Bob Bouteau. Je vais vous lire maintenant un extrait de École fermée pour cause de génocide de Björn Larsson. Des jeunes années de Mamadou, il n'y a pas grand-chose à dire. Il grandit au pays des 1000 collines avec sa mère et ses 2 sœurs aînées. Le père quitta sa famille pour la France quand Mamadou n'avait que quelques mois pour subvenir à leurs besoins et que le moment venu, le garçon puisse aller à l'école. Il envoyait de temps en temps de l'argent afin qu'ils aient de quoi manger et se vêtir. Il n'était pas dans la misère, mais n'avait pas les moyens de payer les livres, les coûts de l'école et de l'uniforme. Au fil du temps, Mamadou perdit un peu espoir. Son père finira-t-il par rentrer et l'envoyer à l'école? Que dira-t-il à ses amis, lui qu'il s'était vanté d'y aller bientôt? Il dut inventer un mensonge et leur dire que son père était lui-même instituteur et ne pouvait quitter ses propres élèves en pleine année scolaire, mais n'allait pas tarder à arriver. Il l'avait promis, et les pères tiennent toujours leurs promesses. Mamadou finit d'ailleurs par se prendre à sa propre ruse et confia à sa mère que plus tard, il enseignerait comme son père. Ainsi que tant d'autres mères aimant leurs enfants, celle de Mamadou ne voulut pas lui ôter ses illusions. Que le père soit éboueur ou instituteur importait moins que le bonheur de son fils. Mamadou ne put attendre plus longtemps et se mit à tourner autour de l'école. Il alla se poster près de l'une des fenêtres afin d'écouter sans se faire voir. Pourtant, il avait du mal à suivre ce qui était écrit au tableau, car il osait seulement passer la tête les rares fois où il était à peu près sûr que le maître regardait ailleurs. Il lui fallut longtemps, par exemple, pour connaître l'alphabet. Parfois, l'instituteur avait déjà écrit plusieurs lettres et Mamadou ne parvenait pas à deviner laquelle était laquelle. Malgré sa prudence, il finit naturellement par être découvert. Il supplia qu'on lui permette de rester près de la fenêtre. Il ne dérangeait personne et prenait la place de quiconque dans la classe. Le directeur décréta hélas qu'il serait injuste qu'il bénéficie gratuitement de l'enseignement alors que tous les autres devaient payer. À la question que posa Mamadou de savoir s'il n'était pas aussi injuste que certains aient les moyens d'aller à l'école et d'autres pas, le même homme se contenta de répondre non. « Et si tout le monde faisait comme toi? Ce n'est pas le cas, plaida Mamadou. Non, mais si ce l'était. » Mamadou tenta d'imaginer ce qui se passerait si tous les enfants du village venaient se masser sous les fenêtres de l'école. Il comprenait que ce serait la bousculade. Pourtant, il n'abandonna pas la partie si facilement. Derrière l'école poussait un fourré très touffu. Un soir, il profita de ce que l'obscurité était tombée pour s'y frayer un chemin et s'y ménager une cachette. Puis, il perça un trou dans le mur de pisé à l'aide d'un clou rouillé. De là, il put suivre les leçons d'autant qu'il le voulait. À l'âge d'environ 10 ans, Mamadou savait à peu près lire, écrire et compter. Au cours des années qui suivirent, il accomplit d'autres progrès encore. Il fit le tour des gens qu'il connaissait pour quémander du papier journal, sous prétexte d'en avoir besoin pour envelopper de la nourriture. Il les lissait soigneusement chaque page pour fabriquer des petits livres qu'il lisait de bout en bout. Il apprit ainsi une foule de choses sur ce qui se passait dans le monde et dans son propre pays, même s'il eut naturellement du mal à comprendre et rattacher l'ensemble. Certaines de ces pages dataient en effet de plusieurs décennies, d'autres de quelques jours seulement. Il arrivait qu'il n'ait que le début ou la fin de l'article.